Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne soirée. Ça y est mesdames et messieurs, la plus grande soirée, la plus grande compétition est de retour, cette fameuse Ligue des Champions qu'on attendait tant. On le rappelle d'ailleurs qu'il y aura plusieurs matchs, on en aura demain aussi, jeudi. C'est exceptionnel pour jeudi, c'est vrai que quand j'avais annoncé le programme, beaucoup s'étaient dit « Ah, désormais ils mettent de la Ligue des Champions jeudi ». On avait fait déjà ça l'an dernier à la place de l'Europa League et on retrouvera évidemment l'Europa et la Pipion League la semaine prochaine. Vous en faites pas, on va pas non plus abîmer ces belles compétitions. On va laisser de la place un petit peu à la LDC là. Et puis ça nous permet finalement de peut-être vivre un peu plus de matchs, de voir un petit peu plus de choses. Et c'est vrai que pour cette première journée, écoutez, 6 matchs. Il y a peut-être juste le Tottenham Villarreal qui a été un petit peu décevant. Après, évidemment, vous le connaissez, j'étais sur un beau multiplex. J'avais le Real OM en principal. À 18h45, j'avais le double écran sur le PSV Union Saint-Gilloise et le Arsenal, le Bilbao Arsenal. Et c'est vrai que, franchement, on a vu de très beaux matchs. Bon, le Real Marseille, il y a des choses évidemment à dire. Je vois que certains disent, voilà, on va parler d'arbitrage, tout ça. Oui, vous en doutez que l'arbitrage, vous connaissez mon point de vue là-dessus. J'aime pas forcément toujours m'étendre en long et en large sur les décisions arbitrales, mais il faut quand même qu'on en parle parce que c'est dur à dire. Enfin, c'est un sentiment hyper. Tu dois être un peu frustré quand t'es Marseillais. Ce soir par rapport à certaines interprétations et le fait d'avoir un penalty pour adversaire et toi non. Donc la pièce est tombée du mauvais côté. On a eu quand même l'expulsion de Dani Carvajal. Peut-être que c'était déjà un summum pour le Bernabeu et qu'il fallait pas en rajouter, mais non, normalement le penalty sur évidemment la main de Medina, je pense qu'on est tous à peu près unanimes pour dire que ça ne doit pas se faire. Et puis non, on a eu aussi ce Juve Dortmund qui était assez incroyable avec ce scénario 4-4 ces deux buts de la Juve à la 90e dans le temps additionnel. La Juve qui avait déjà connu un match un peu fou contre l'Inter 3 jours avant en Serie A, qu'il avait emporté 4-3. Donc la Juve de Tudor, c'est pas parfait dans le jeu, ça encaisse beaucoup de buts, mais il y a une équipe qui est habitée par quelque chose de spécial cette saison, sur ce début en tout cas. Donc c'est assez intéressant pour les Turinois, et bon, je pense qu'il faudra quand même faire mieux par la suite pour espérer de bien meilleurs résultats. En tout cas, je vois que vous êtes présents pour ce premier débrief de la saison en Ligue des Champions. Comme toujours, on va essayer d'être là assez souvent pour parler des matchs du soir à chaud. Évidemment, on essaie aussi toujours de prendre un petit peu du recul. Il y aura aussi hors-jeu, ne vous en faites pas, on aura toujours les débriefs avec la bande. Je crois que c'est jeudi à 12h ou à midi ou à 13h. J'ai pas l'heure exacte, mais je pense que vous verrez passer ça sur les réseaux. Et puis nous, dès qu'on pourra, se faire une petite émission, un petit live juste après les matchs, comme ça. En fait, moi, ce que je trouve bien avec la Ligue des Champions, c'est que comme moi, je fais des débriefs Ligue 1 les dimanches soirs et que le lendemain, j'enchaîne avec hors-jeu, j'ai pas forcément le temps de faire une émission pour parler de foot européen. Et pourtant, j'aime énormément la Ligue 1, la Ligue des Talents, je pense que vous en doutez, mais je regarde aussi beaucoup de foot étranger, et c'est vrai que la Ligue des Champions et ces débriefs, ça me permet peut-être aussi de vous parler de ce que je vois de ces grosses équipes européennes, et aussi d'éventuelles surprises. Alors, je vais pas faire le puriste, non, je regarde pas le championnat azéri, je regarde pas Karabakh au quotidien, mais c'est vrai que c'est une performance qui fait date pour eux. J'ai pas l'historique de Karabakh en Ligue des Champions en Coupe d'Europe, mais je pense que c'est pas loin d'être la plus grande victoire de leur histoire. Benfica, un club historique qui a déjà gagné la Ligue des Champions, franchement, c'est très très fort. Et dans l'autre sens, pour Benfica, c'est peut-être aussi une des plus grandes humiliations de leur histoire. Donc c'est assez divertissant, mais ouais, ça permet de parler de beaucoup de choses, parce que c'est vrai que faire un petit point sur Arsenal, sur la Juve, sur le Real, non, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'un jour tu prendras une personne pour parler en live et débattre pour une ligue, parce que je suis là pour donner des nouvelles pour la Super League turque. Alors lorsqu'on avait fait le récap mercato, j'avais invité un Stéphanois. Je lui ai dit que quand il n'y aurait pas des semaines Ligue des Champions, je pensais faire en milieu de semaine une sorte de stream, un truc type récap actu, et je pense que là, à ce moment-là, je prendrai des personnes en Discord pour débattre, échanger, puis connaître certaines choses. Donc écoute, on reste en contact pour pourquoi pas trouver un petit sujet sur le championnat turc. Évidemment, c'est super intéressant, surtout avec le gros mercato XXL de Galatasaray qui va faire son premier match contre Francfort. On a hâte de voir ce que ça va donner. Mais ouais, t'en fais pas, il y aura des échanges. Je prendrai
rejoindrai de plus en plus de personnes en Discord. Ça, c'est évidemment une volonté. J'en profite pour saluer les habituels du chat comme Thibaut, notre bon supporter Dortmund. Autant la Juve, le scénario il est incroyable, autant Dortmund, t'as envie de te tirer encore une balle, hein. Franchement c'est très très fort. Et pourtant, à 4-2, tu te dis, Dortmund toujours là. Dortmund, c'est chaotique. Dortmund, c'est le bazar. Est-ce qu'ils se font rattraper par le karma? Je sais pas. Mais Dortmund, tu vois, qui réussit encore à avoir des résultats. Et là, ils encaissent 2 buts. Et c'est bon. C'est quand même le signe d'une équipe un petit peu malade. Salut à Rex Genesis. Salut à SosoChat, la modératrice, qui vous rappelle évidemment de vous abonner. Et que le podcast, le Cop de Scipion, est toujours disponible. D'ailleurs, bah, évidemment, juste quand l'émission sera terminée, on ira voir ce petit. On ira publier le petit rediff en audio. Salut à des petits nouveaux aussi, comme Nono le retour, Matisse. Ça fait toujours plaisir de voir Sneaky, Navid, la camisole, hop, de voir des petits nouveaux dans ce chat. Ouais, je pense qu'on peut aller directement sur les matchs de la soirée, parce qu'on a pas mal de choses à voir, avec la première performance d'un club français. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour l'Olympique de Merveille. Après, t'as des trucs qui sont un petit peu hors du commun. Les 15 tirs cadrés et Geronimo Rulli qui du coup s'en sort avec une note de 9,7 sur SofaScore et 13 arrêts. Alors, sur les 13 arrêts parades, il y en a beaucoup qui sont sur lui. Je pense que ça on sera peut-être un petit peu unanime. Mais il n'empêche que c'est quand même un truc de fou qu'il a sorti ce soir, le Geronimo. Donc, faut le saluer, je pense. Mais c'est vrai que t'as pas non plus énormément Enfin, si t'as quand même 3-4 occasions qui sont assez marquantes. Donc, sur les 13 arrêts, tu vois, je pense que 50% c'est quand même pas mal sur lui, mais ça reste une performance qui pour lui est assez incroyable. Que dire de ce match? J'ai vu un tweet de Hughes qui disait j'aurais préféré 4-0 que perdre comme ça. Et je peux le comprendre parce que quitte à perdre en Ligue des Champions contre une équipe chapeau 1 et surtout contre le Real Madrid au Bernabéu, tu préfères limite que ce soit expéditif que de ne pas avoir de regrets. Parce que ce soir, t'es Marseillais, bien sûr que t'as des regrets. Alors oui, Rulli te fait un match XXL, une de ses meilleures performances depuis qu'il est arrivé à Marseille. Pourtant, il y en a déjà eu la saison passée. Tu te dis, bon, t'as un gardien qui est en feu. Et là aussi, tu t'es rendu compte que le Real, bah, c'est pas encore ce Real ultra dominant où la patte Xabi Alonso est pas encore parfaite. Notamment le jeu sans ballon. Tu te rends compte qu'il y a souvent eu des 4 contre 4, des 3 contre 3 négociés, voire des 2 contre 2 à l'image du but de Timothy Weah. Et pour moi, le symbole de ces regrets-là, et peut-être que tu as trop respecté le Real, c'est quand il y a le carton rouge de Carvajal, que tu te retrouves à 11 contre 10. Et c'est limite, tu te demandes quelle équipe était en infériorité numérique, parce que le Real a continué à attaquer, et l'OM après le penalty, bon, évidemment, allez, on va y aller sur l'arbitrage, parce que ça va être un sujet brûlant. Oui, il n'y a pas penalty pour moi sur la main de Medina, ça c'est clair et net. Sur la main de Militao au première période, ça aurait pu être donné. Balerdi, l'intervention est rugueuse quand la semelle. Alors maintenant c'est l'expression, c'est ça glisse, ça reste pas, comme dirait une certaine arbitre dans le camion VAR dimanche soir lors de Rennes-Lyon. Quelqu'un a évoqué aussi, je sais plus quelle situation. Oui, c'est vrai qu'il y avait une passe en retrait, peut-être, qui aurait pu donner un coup franc indirect. Bref, je pense que vous m'avez compris. Je pense que ce penalty-là, quoi qu'il arrive, n'aurait pas dû être donné. Et c'est vraiment terrible. Ouais, le premier penalty, je pense qu'il est indiscutable. Ça, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Par contre, le deuxième, non, parce que la main, elle est pas directe. Il est couché, il y a 2-3 rebonds avant. Elle est poussive, la main. Tu vas vraiment la chercher. Alors oui, je ne nie pas le contact, mais on sait que... quand t'as 2-3 rebonds avant sur le reste du corps et que ça atterrit sur la main, bah la position de la main, au bout d'un moment, tu peux pas défendre, tu peux pas te couper le bras en taclant. Et le pauvre Medina s'est fait avoir. Donc c'est très très dur à avaler pour Marseille. Quelqu'un a dit ce sont des regrets. Pour toi, il n'y a pas péno sur le second? Non, moi je le dis, il n'y a pas péno. Pour moi, il n'y a pas péno. Moi, je pense que là, pour le coup... c'est comme d'hab, hein. On aimerait une fameuse uniformisation des règles, que ça se passe, tu vois, un petit peu mieux, qu'on puisse comprendre pourquoi la main de Militao n'a pas été sifflée, parce qu'il a quand même le bras décollé, il fait un petit geste, et celle-ci, que tu as 2-3 rebonds, c'est... En fait, c'est ça, c'est que tu passes d'une situation à l'autre, même en Youth League, cet après-midi, entre les jeunes du Real et de l'OM,
Il y a eu la même situation à peu près avec plusieurs rebonds et ça n'a pas été sifflé, donc c'est ça qui est hyper frustrant quoi. Si on se base sur les règles, il y a bien péno, mais c'est sûr que dans la logique du jeu, il n'y a pas péno. Oui, après, si à partir du moment où à chaque fois qu'il y a un contact ballon-main, il suffit de bourriner, de tirer dans le bras de l'adversaire. Je pense qu'il y a aussi, tu vois, comme tu dis, l'interprétation et l'esprit du jeu. Et très clairement, de la part de Medina, il n'y a pas intention de faire main. C'est juste que là, tu as 2-3 rebonds. Je sais pas comment il peut se débrouiller sans ça. Donc, ouais, l'arbitre n'a pas consulté la VAR. C'est ça aussi qui peut être difficile à avaler. Non, sinon, que retenir. C'est vrai que quelqu'un disait c'est pas mal pour la suite parce que finalement, l'OM a été à la hauteur du rendez-vous où ils ont su quand même, tu vois, montrer de belles choses, ouvrir le score. Il y a des joueurs dont j'ai énormément apprécié les performances sur le terrain ce soir, au-delà de Rouli. C'est Emerson. Très belle première titularisation. Emerson qui a un tout petit peu souffert au début face à Maston Tuono qui lui a donné vraiment du fil à retordre. Et je trouvais que finalement, il a prouvé qu'il avait l'expérience entre Chelsea, West Ham, la sélection italienne, un petit peu l'OL. C'est quand même un joueur, tu vois, qui a de la bouteille. Et dans ce genre de match de Ligue des Champions, ça peut lui servir. Timothy Weah, écoute, la recrue, on attendait un petit peu que ça se décante, que ça se lance pour lui. Et franchement, match de patron. Merci beaucoup à Zach Nani pour le raid. Merci beaucoup. Installez-vous confortablement. 919 personnes qui débarquent d'un coup pour évoquer cette performance de l'Olympique de Merveille. Ça fait bien plaisir. Merci au bon Zach et merci surtout à vous de rejoindre ça. On va faire le débrief. Là, on est en plein sur le match de l'OM face au Real et ensuite on va aller voir, vous en doutez si vous me connaissez bien, ce qui m'intéresse le plus, c'est les victoires de Karabag et de l'Union Saint-Gilloise. Non, franchement, et je termine de Weah, voilà, à l'image du but, et franchement, c'est très très bon match de sa part. Et Balerdi, pour le coup, on a vu ce qui s'est passé en termes de mercato, de performance contre l'Orient, les très belles premières d'Aguerd et Pavard, et tout le monde a dit Balerdi va perdre sa place, Balerdi, ciao et tout. Balerdi, c'est le capitaine olympique de Marseille. Je pense que De Zerbi a rappelé à quel point c'était un joueur primordial pour lui. Non, Balerdi ne va pas être sacrifié. Il faut voir s'il va trouver l'animation idéale avec tous ses défenseurs sans trop de métier. Comment est-ce que ça va pouvoir un petit peu s'animer. Mais je pense que Balerdi, à l'image du match ce soir, vous allez le revoir en Ligue des Champions et lors des grands rendez-vous de Ligue 1, avec notamment le PSG qui arrive. Et dans ce genre de configuration, je l'ai dit, t'as des joueurs qui ont été plus qu'au niveau, Weah, Emerson, Balerdi, Rouli très très bons, et d'autres qui pour moi, forcément te plombent un petit peu. Kondogbia, l'erreur sur le pénalty en première période, à son âge, à ce moment-là, tu peux pas faire ça. Tu peux pas, non, c'est dans cette configuration, Marseille n'a pas besoin d'être plombé comme ça. Déjà que franchement, le début de match, je sais pas si vous êtes d'accord, il y a avant l'ouverture de Weah, il y a 10 minutes où même le caméraman est perdu parce que le réalisateur fait que mettre des ralentis. Il y a 2-3 situations où ça filme pas l'action et tu vois Paul Choucriel qui s'excite, attention. Et c'est vrai que ça aurait pu tourner un petit peu à la catastrophe pour l'OM en ce début de match. Ouais, il y a des joueurs qui pour moi, tu vois, même Højbjerg, Kondogbia, Matt O'Reilly trop discret, Aubameyang. Il y a cette occasion et tu peux la regretter parce que ça a un moment clé. Alors Greenwood, c'est vrai que cette passe décisive. Alors Kondogbia est plombant sur le perso. Kondogbia, non. Kondogbia, quand je dis qu'il y a des joueurs qui te plombent, c'est vraiment sur cette séquence-là. Ensuite, il est monté en puissance sur le reste du match. Il a très bien tenu Arda Güler. D'ailleurs, il est sorti à un moment donné où je trouvais que il était très bien dans le match et j'ai pas compris. Non, désolé, je voulais pas faire une mauvaise interprétation, mais c'est vraiment pour moi le penalty qui malheureusement il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça avec son vécu. Donc c'est vraiment une grosse tâche sur sa copie. Sinon, c'est vrai qu'il a fait notamment en deuxième période, j'ai trouvé qu'il avait vraiment monté d'un cran. Greenwood, comme je vous le disais, il y a cette passe, il joue très très bien le coup, il récupère le ballon dans les pieds d'Arda, il la sent bien, et après c'est du Greenwood qui cherche un petit peu le FC exploit individuel, qui s'efforce dans sa spéciale, et malheureusement ça n'a pas fonctionné pour lui, et c'est dans ce type de rendez-vous on l'attend plus. Alors c'est vrai qu'il y a cette passe D, il y a cette action qui est très bien construite avec Weah en contre fulgurant, mais on peut pas se contenter
On peut pas se contenter de ça de sa part. Donc, à voir ce que De Zerbi va tirer comme enseignement. Je trouve que pour le coup, le 11 était bon. Vraiment, le 11, dans l'état d'esprit, était bien. Est-ce que le seul reproche que je peux lui faire, c'est peut-être sur la lecture de certains changements, à l'image de Kondogbia. Peut-être Gouiri un peu plus tôt. Gouiri, du coup, on l'a pas forcément trop vu. Mais sinon, sur le match, franchement, je trouve il avait bien cerné les difficultés du Real et surtout une équipe qui était souvent coupée en deux. Après, bon, bah, c'est sur le terrain, c'est les joueurs qui ont la parole, c'est les joueurs qui doivent un petit peu se bouger. Je pense qu'il y aura encore des changements, notamment contre le PSG. Il y a un match à Strasbourg, il y a un match contre l'Ajax. On va voir ce que ça va quel sera le verdict. Mais c'est vrai que pour le coup, on attendait beaucoup de ce premier rendez-vous de l'OM, et je trouve qu'ils ont été au rendez-vous. Dans une phase de ligue, évidemment, d'un point de vue comptable, voilà. C'est pour ça que, tu vois, il y a ce petit truc où, tu sais, ça doit tourner dans leur sens, à l'image, c'est du LOSC qui va chercher son exploit contre le Real, à Atletico, Monaco, qui bat le Barça à 10 contre 11. Alors certes, le Barça a été réduit beaucoup plus tôt en infériorité numérique que le Real. Brest, qui à son échelle tape le PSV. C'est encore un tout petit peu de forme de respect ou de pas assez se bousculer, parce qu'il y avait la place ce soir. Faut le dire, il y avait la place parce que le Real n'est pas encore prêt. Le Real a laissé des espaces, mais dans l'autre sens, c'est vrai que si tu prends évidemment la finition douteuse de certains, le nombre d'occasions assez folles de Mastantuono, t'as Rodrigo qui en a, t'as Güler, Tchouaméni qui ont armé de loin, t'as Mbappé aussi. Oui, tu peux forcément te dire que ce Real-là, lui aussi, tu le prends à un bon moment de la saison, et c'est pour ça que il fallait peut-être mieux prendre ce Real-là mi-septembre plutôt que décembre ou janvier sur les derniers matchs. On verra. On sait que l'OM, son deuxième adversaire du chapeau 1, c'est Liverpool, à la maison. Est-ce qu'ils peuvent faire un match tout aussi bien? Liverpool, c'est un gros morceau, mais quand tu vois cet état d'esprit-là, moi, vous connaissez mon avis sur l'OM et cette Ligue des Champions. Moi, je pense qu'ils seront parmi les barragistes. Je les vois pas s'effondrer, je les vois faire des bons matchs et surtout des résultats contre l'Ajax, contre l'Atalanta. Il y a aussi 2 déplacements en Belgique contre Bruges et Union Saint-Gilloise. Il faut évidemment respecter ses adversaires, mais pour moi, l'OM a son mot à dire. Il y a aussi un déplacement au Sporting. Donc, non, franchement, c'est une entame de LDC intéressante. Mais voilà, il te manque encore ce petit truc en plus, se faire un petit peu violence. Parce qu'il y avait, il y avait quelque chose de grand à écrire ce soir. En plus, bah, tu sentais l'ambiance avec les milliers de supporters marseillais qui étaient là. Enfin, t'entendais que à la télé. Je sais pas s'il y en a qui étaient au stade ou aux abords, mais franchement, ça poussait très très bien. Bah, du positif pour la suite. En vrai, quand tu vois l'effectif de l'OM, que tu vois que t'as Pachao, t'as Vermeuren, t'as Murillo, t'as Gouiri, t'as Egan Riley. T'as aussi Gomez, Nadir, Bakola, Vaz qui ne sont pas rentrés. T'as aussi Ahmed Junior Traoré, t'as Aguerd. Franchement, t'as 2-11. T'as 2-11 tout simplement. Ce que d'autres ne vont pas avoir en Ligue 1. C'est pour ça que pour moi, l'OM sera sur le podium sans trop de soucis. En Ligue des Champions, je pense qu'ils vont faire un bon petit parcours. À voir s'ils peuvent... En fait... Est-ce que cette équipe finalement elle n'a pas besoin aussi de se faire un match référence et d'aller chercher un gros résultat contre une très bonne équipe européenne? Le Real, c'était une possibilité ce soir. T'as Liverpool, je n'oublie pas aussi un match à la maison contre Newcastle qui sera sur le papier une très belle adversité, et je pense qu'il y aura un coup à jouer pour eux. Donc non, franchement, c'est vrai que je pense que le mot c'est encourageant. Mais voilà, quand tu parles de LDC, t'es aussi obligé d'évoquer l'exigence et de dire attention. Donc on va voir ce que ça donne. Le problème, c'est qu'on joue Paris dimanche et ça peut possiblement faire 4 défaites en 6 matchs cette saison. Bah après, c'est comme d'hab. S'ils font une copie, si contre le PSG ils se mettent à la hauteur du rendez-vous de ce soir, alors pour moi Paris favori, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Mais si tu montres dans l'envie, il y a toujours quelque chose à faire. Je dis pas que c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, c'est pas un match de Coupe de France, même si ces derniers temps, ça ressemblait beaucoup à ça. Mais pour moi, il faut poursuivre sur cet état d'esprit-là. Après, le calendrier est très très lourd sur le début de saison, avec cet enchaînement-là. N'oublie pas qu'il y a un match à Strasbourg aussi, et que Strasbourg, c'est une équipe qui peut te mettre aussi dans le dur facilement. Et après, tu as cette fameuse réception contre l'Ajax. Mais
C'est ce qu'on attend aussi de l'OM, c'est de pouvoir jouer sur tous les tableaux. C'était pas le cas l'an dernier. Ils ont profité de cette saison sans Coupe d'Europe pour aller chercher cette deuxième place avec un effectif intéressant. Là, ils ont fait encore beaucoup de mercato et je pense que le 11 et surtout la profondeur de banc, ça a grandement progressé. Maintenant, bah, comme vous le savez, c'est la vérité du terrain. C'est ça qui va compter pour eux. Du coup, côté Real, qu'est-ce que j'ai aimé apprécier? Bon, c'était brouillon et surtout, il a aussi voulu marquer son but en solo, être le héros. Mais Mastantuono, c'est quand même pas mal, il faut le dire. 18 ans, cette fameuse génération 2007 qui continue de nous écœurer avec Yamal, avec Rodrigo Mora, avec Ayoub Bouadi, avec Estevao, avec Giovanni Kenda. Il y en a encore à citer, hein, Vuskovic, Nwaneri, je sais plus Nwaneri quelle année c'est, mais je crois que c'est aussi un 2007. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, il y a un truc avec ces gamins-là. Et en vrai, c'est encore brouillon. Tu sens que c'est un diamant à polir. Mais une fois qu'il aura peut-être épuré son jeu, c'était son premier match en Ligue des Champions. Et je trouvais franchement, Emerson, il avait beaucoup de mal à le jauger. À un moment donné, il y a eu un enchaînement petit pont. Il a réussi à le contourner. C'était très très fort. Mais ouais, franchement, c'est très prometteur pour l'avenir. Et je comprends pourquoi Xabi Alonso. Après, en fait, c'est tout dépend. T'es le Real Madrid. T'es l'excellence absolue. T'es 15 Ligues des Champions. T'es une équipe, si tu gagnes pas tous les trophées chaque année, il y aura des choses à redire. Mais tu sens quand même qu'avec Xabi Alonso et ce mercato et certains joueurs mis en place, tu repars sur un nouveau cycle où il va falloir mettre un peu de patience dans tout ça. Et le match de ce soir le prouve. Ce Real-là n'est pas peut-être à la hauteur de ce qu'on a pu connaître sous l'ère Zidane, sous l'ère Ancelotti à ses débuts. Je pense que là, on va être unanime. Mais ça vaut quand même le coup de les laisser avec pas mal tu vois, de temps et de mensuétude. Parce que tu sens que Xabi Alonso, il essaie de mettre ça en place. C'est pas évident. Enfin, encore une fois, je me répète, mais défensivement, t'avais des lacunes, c'est pas encore tout à fait complet. Pourtant, tu vois, il y a des joueurs que, ouais, défensivement, mais c'est vrai que Carreras, vous le citez, moi je suis content que le Real soit allé sur Heusen et Carreras, c'était les deux joueurs que je voulais dans mon mercato idéal. Carreras pour son état d'esprit et surtout son placement défensif, c'est un joueur super intéressant Benfica, et pour le coup, c'est vraiment une très belle prise. Heusen, on l'a vu à l'image des cartons rouges, même de ce soir, tu vois, il y a encore des petites fautes de concentration. Mais sur le potentiel, là pareil, ça va aller très très haut. Tchouaméni, bon match. Il a déjà fait mieux cette saison, mais je pense qu'il peut encore aller beaucoup plus dans des standards beaucoup plus hauts. Valverde, un petit peu trop intermittent. Parmi les joueurs, tu vois, qui pour moi vont devoir un petit peu s'élever dans ce Real de Xabi, c'est lui. Parce que lui, c'est un cadre, il a depuis longtemps. C'est un joueur qui a montré de très belles choses. Ouais, j'attends plus d'Arda. C'est ça. Moi, les joueurs sur lesquels j'ai envie de. C'est Arda, c'est Valverde, c'est Militao. J'ai envie qu'ils élèvent un petit peu le curseur. Parce que ce sont des joueurs qui ont beaucoup à prouver à différents registres. Parce que Arda Güler, 2005, c'est très jeune. Militao et Valverde, c'est presque des tontons. Tu vois, même si Valverde. En fait, Valverde, on le connaît depuis longtemps. Mais là, je pense que il va nous surprendre. Je me demande, c'est pas 25, 26 ans, 27 ans. Bon, 27 ans, ça commence à être, tu vois, bon, c'est les meilleures années, mais tu vois, il lui reste encore pas mal de temps devant lui. Donc il va devoir lui aussi se montrer un peu plus chaud. Alexander Arnold, c'est dur. Bah, Alexander Arnold, c'est vrai que physiquement, s'il commence à se péter comme ça, on l'a connu quelques phases à Liverpool où il avait des rechutes physiques et ça n'a pas été évident pour lui. J'espère que ça va s'améliorer, qu'il trouvera peut-être un bon staff médical, que ça va s'améliorer. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, tu vas devoir. C'était ta recrue, peut-être en alternance avec Carvajal qui revenait croisé. Quand tu vois la rentrée de Carvajal sur le terrain ce soir. Bon, on a vu quelques violences policières de la part de la Guardia Civile cet après-midi contre les supporters marseillais, avec notamment Bengus qui a pris un petit coup de matraque. Je pense que Carvajal, il était encore, il voulait prouver que lui aussi, il voulait mettre des coups de savate, et il était juste là pour régler des comptes. Parce que il y a une charge en première mi-temps qui est déjà illicite au possible sur un Marseillais. Bah alors le carton rouge, c'est un festival. Bon, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, parce que 33 ans déjà.
Voilà, j'ai même pas besoin d'en dire plus. Même à 20 ans, ce serait une connerie absolue. Mais 33 ans, t'es au Real depuis je sais pas combien de temps. Et je pense il s'est dit, il y a un sentiment d'impunité, je peux y aller, je peux mettre des coups de tête comme ça. Non, quand t'as la VAR et tout, puis en plus le coup de tête, il est, je vois vos commentaires, vous êtes bien mal. C'est vrai que j'ai vu quelques vannes sur Twitter, les gens ils s'en sont donnés à cœur joie sur l'actualité et sur, on va dire, certains liens politiques de Dani Carvajal qui étaient peut-être perturbés. Je pense qu'on peut on peut dire le terme, mais non, non, si on parle juste du terrain, du vécu du joueur, c'est pas possible. Et même, tu vois, t'étais qu'à un partout quand même, hein, on le rappelle. Hein. Heureusement qu'il y a ce penalty très généreux derrière, mais tu punis même ton équipe. Et bon, même si on sait que le Real, normalement, il n'y aura pas de dinguerie, ils vont se qualifier, mais c'est peut-être, tu vois, un premier match, tu vois, c'est aussi un test pour le Real, parce qu'on a parlé de test pour le Marseille, mais en termes d'adversité, pour le Real, t'as une bonne équipe Enfin, une bonne équipe. C'est quand même une Real Sociedad qui a grandement chuté, je trouve, en termes de niveau. Tu vois, pour le Real aussi, je pense que c'était le plus gros test du début de saison en termes d'adversité. T'as eu Osasuna, bonne équipe de Liga, Oviedo promu, t'as eu Mallorca à la maison, t'as eu Sociedad là-bas, mais à Sociedad, quand tu vois leur 11 et ce qu'ils avaient il y a quelques années, ça a quand même bien chuté. Et t'avais Marseille, donc ouais, c'était aussi pour le Real un premier révélateur. Et pour le coup, c'était pas dingue, faut le dire quoi. Par contre, Carvajal peut prendre cher niveau suspension pour ce type de geste. Avec la blessure de Traine, quid du poste de latéral droit en LDC? C'est vrai que c'est une très bonne question, ce que tu soulèves Enzo, parce que, ouais, Alexander Arnold, ça sent la blessure pour 3-4 semaines. Bon, après, il y aura la trêve, donc il aura peut-être un petit peu de temps pour récupérer. Sur le banc ce soir, t'avais Ceballos, t'avais Camavinga, t'avais Bellingham, t'avais Alaba. Est-ce qu'on peut imaginer Bellingham venir au milieu? Mais est-ce qu'il va justement Xabi va le mettre dans le double pivot, Valverde recule. Valverde, il y a Alexander Arnold qui arrive libre, il y a Carvajal qui revient des croisés, lui il se dit c'est bon, je vais enfin être au milieu de terrain, je vais me stabiliser à ce poste. Bim, 6e match de la saison, il revient en tant que latéral droit, il doit être fatigué, mais en vrai par rapport au profil effectif, c'est lui que je mets là. Et maintenant, ça va être intéressant de voir avec qui Chouameni va être associé. Est-ce que tu peux pas passer une défense à 3? Bah, c'est vrai que si tu passes à une défense à 3, Carrera sans piston, mais est-ce que Valverde va pas se retrouver piston? Donc, piston latéral, tu vois? Est-ce qu'il va pas bouger d'un rôle un peu plus axial? Donc, ouais, on sent que pour se râler, il y a du boulot. Le Kicks, il y a 2 pénaltys. Il y a une première mi-temps, il se procure pas mal. Donc, est-ce que on peut en parler quand même du retourné à la première minute? Tu t'avais vu la vidéo où il disait j'ai hâte de retrouver Marseille. Tout le monde disait tiens c'est bon, il retrouve Balerdi, il retrouve Marseille. Et là tu vois première action retournée. S'il la mettait, je pense que la soirée elle prenait une autre dimension. Ça ne l'a pas fait. Il n'a pas été très juste dans certaines remises. Il n'a pas tout bien exécuté, mais je l'ai quand même vu dans un rôle collectif transmettre certains bons ballons à Arda, à Rodrigo. Il a quand même tenté sa chance par lui-même parce que il s'en sort avec 7 tirs, 7 tirs dont 2 hors cadre. Donc tu vois, il a bien tenté sa chance lui, mais il n'était pas non plus dans un truc voilà, je veux faire seul mon sauveur et mais on attend mieux surtout vu que le début de saison il a montré d'autres choses dans le jeu, mais c'est quand même une belle rentrée pour lui. Donc c'est un Real imparfait qui mérite encore une fois faut avoir la progression de cette équipe. Quelle sera ce Real là en janvier, en avril, s'ils sont encore dans la course à LDC, mais petit à petit voir les choix. T'as quand même des matchs intéressants à venir pour le Real avant la trêve. Tu vas aller vanter, tu reçois l'Espagnol, tu vas aller vanter, et ensuite t'as le derby madrilène le samedi 27. Tu vas à Almaty, donc c'est le fameux déplacement à l'autre bout de la planète. Faut qu'ils partent dès maintenant au Kazakhstan, sinon ils seront pas à temps pour le match. Et ensuite tu reçois Villarreal, qui est une très bonne équipe de Liga, qui fait un bon début de saison. Donc ça va être pas mal à voir dans ce cas-là. Et c'est vrai que certains le disent, en octobre, t'as la Juve, t'as le Barça. Et t'as Liverpool avant la trêve de novembre. Donc ouais, ça peut être un... Oh putain, le Retafe Real au retour de la trêve, le Bordalas Ball qui fait un bon début de saison au passage. Ça c'est clair.
Moi, je pense que le retour du grand Jude Bellingham va faire un bien fou, notamment avec Xabi Alonso, qui, je pense, va utiliser en réel box-to-box. Et toi, t'en penses quoi? Ah bah, évidemment, Jude Bellingham, c'était moins accompli sur la saison dernière, quoique il a quand même fait des gros matchs, notamment dans un Classico en Coupe du Roi contre le Barça. C'est un joueur dont je suis extrêmement impatient de voir l'utilisation par Xavi. Quel va être son rôle? On a l'impression que le nouveau coach du Real a envie de donner des responsabilités offensives à certains jeunes comme Arda et Mastantuono. Est-ce que Bellingham va prendre la place du jeune Argentin ou est-ce qu'il va l'intégrer avec Tchouaméni ou Valverde, le fameux 4-3-3 à voir. Mais en tout cas, oui, par rapport à son rôle, et lui aussi, je pense qu'il repart un petit peu. Je ne vais pas dire qu'il repart de zéro parce que c'est Bellingham, mais tu vois, nouveau coach, blessure. Non, enfin, pour lui, c'est un nouveau démarrage, ça va être intéressant, et puis il peut apporter quelque chose dans ce Real-là, encore plus. C'est vrai que c'est un joueur, évidemment, Xabi Alonso, il va pas cracher là-dessus. Et par contre, oui, quelqu'un me demandait qu'est-ce que t'en penses de Vinicius. C'est quand même un choix fort de la part de Xabi Alonso de mettre ce qui était ton atout offensif numéro un, je parle du Real, hein, je parle pas de Xabi, pendant plusieurs saisons sur le banc, de préférer Rodrigo alors que Rodrigo a fait pas mal de bancs lors de la Coupe du Monde des clubs, tout ça. Donc Vinicius l'entrée, bon, il a tenté des choses, je vais pas lui reprocher ça. Dans l'exécution c'était imparfait, mais ce qui est sûr c'est que en gardant Rodrigo, Vinicius qui lui aussi ne part pas, t'as une espèce de casse-tête. Alors, comme d'hab, hein, je pense que pour n'importe quel entraîneur, c'est bien de pouvoir choisir entre ses tauliers et ses jeunes promesses. Mais au bout d'un moment, il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'ego qui va rentrer dans l'équation. Et pour Xabi Alonso, ça va être le moment peut-être de trancher un peu plus. Et je sais pas s'il sera capable de le faire. Je sais pas s'il sera capable de le faire, mais enfin si, il est capable de le faire parce que ce soir le choix de Vinicius finalement, je dis une bêtise, hein, parce qu'il est quand même pas mal de le mettre sur le banc. Il a jugé que ses dernières sorties en Liga étaient moins abouties par rapport à d'autres. Je peux l'entendre, hein. Je peux l'entendre que Vinicius, tu vois, ça soit moins parfait quoi, parce qu'il était aussi remplaçant contre la Real Sociedad. Donc ouais, t'as une petite tendance qui se dégage, ça va être intéressant de surveiller ça quoi. La gestion de Vini et Rodrigo est pas si mal pour l'instant. En fait, c'est des choses que t'as reproché à Ancelotti, que Xabi Alonso tente, donc t'as envie de voir. En fait, Xabi Alonso, faut pas oublier que c'est un coach qui reste jeune malgré tout, par son âge et puis par son vécu sur le banc. Il a fait la réserve de la Real Sociedad, il a fait 2 ans et demi à Leverkusen. Et là, il a atterri direct au Real. Alors évidemment, on savait que c'était un coach qui était programmé pour tenter sa chance très très vite dans un top club, que ce soit Liverpool ou le Real, voire le Bayern. C'était à peu près écrit, mais t'es le Real. Enfin, t'as un club où t'as le moindre match nul, c'est vécu comme une défaite. Ne pas prendre un trophée, c'est vécu comme une humiliation. Donc, il doit être solide sur ses acquis. Et pour l'instant, tu vois, il fait des choix. Dans le jeu, tu sens qu'il essaye quelque chose. Tout n'est pas parfait. Mais c'est un Real qui, pour moi, peut-être en 2026, 2027, t'as envie de voir le processus aboutir. Et puis, tu vois, c'est tout bête, hein, mais quand il récupère Leverkusen, le début de saison avait été mauvais. C'est une équipe qu'il a envoyée en Europa League. Et après, la saison d'après, par contre, là, t'as vécu la saison des Invincibles, t'as vu des vrais concepts tactiques très poussés, Grimaldo Frimpong, t'as vu des choses, tu vois, qui sont quand même assez prononcées, quoi. Et c'est vrai que bon, les bases de la reconstruction sont déjà très solides. Oui, on parle de. Je vais pas manquer de respect à Almeria ou Grenade, mais bon, tu récupères un effectif où tu as quand même du sacré monde et en plus tu as fait un mercato intéressant. Même si c'est vrai que tu aurais pu aller sur un milieu de terrain supplémentaire, mais quand tu vois le retour de Bellingham, est-ce qu'au bout d'un moment il n'y a pas aussi un embouteillage? Mais bon, après certains disent il faut un Toni Kroos, mais c'est comme d'hab. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir leur Toni Kroos, sauf que c'est un joueur qui est pas évident du tout à trouver. Et peut-être que Bellingham, qui a quand même une qualité de passe supérieure à moyenne, peut-être que Tchouaméni, qui est un peu plus responsabilisé dans le jeu, peut-être que, je vais pas dire qu'ils vont pouvoir compenser Kroos parce que c'est impossible, mais ils vont pouvoir trouver de belles petites choses. Bon les amis, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce Marseille-Real. Real Marseille plutôt, qui était ma foi intéressant. Des regrets pour l'OM, mais on a envie de revoir cette équipe en Ligue des Champions contre Gros et surtout des équipes à leur portée. Prochain rendez-vous fin septembre contre l'Ajax, donc là ça va être un moment intéressant de voir ce que ça peut donner. On continue avec ce Juventus Dortmund 4-4, la Juve qui était menée 4-2
à la 93e minute. Je sais pas si on se rend compte du bouleversement. 7 minutes de temps additionnel. Ils sont allés chercher ce match nul au forceps. Vlahovic, l'entrée de dingue. Vlahovic, le ratio de dingue surtout. Parce que Vlahovic, il en est à 5 buts avec la Juve en 150 minutes, je crois, ou à peu près cette saison. Ce qui est un but toutes les 30 minutes. C'est quand même pas mal du tout, faut le dire. Voilà, 2 buts en Serie A, 111 minutes. Un but en... Ah non, attends, je me suis enflammé. Je pensais qu'il avait marqué... Bon, alors non, les calculs sont pas bons. Mais ça fait quand même 4 buts en 140 minutes. Donc, c'est quand même, ouais, un but toutes les 35 minutes. Ce qui est quand même... si, en fait, c'est un but toutes les 35 minutes. Ça va, c'est quand même un ratio qui est assez épatant... épatant pour lui. La Juventus qui avait déjà vécu un match totalement fou ce week-end contre l'Inter avec une victoire 4-3 et pareil aussi un but dans le temps additionnel et cette frappe assez dingue. On avait vu la scène sympa entre les frères Thuram mais le but d'Adic avec Sommer qui est pas exempt de tout reproche. Mais ça a pu permettre de faire la différence. Et c'est vrai qu'on se disait, bon, cette Juve version Tudor. Alors, encore une fois, j'étais sur le multiplex, j'ai pas pu voir tout ça. C'est le genre de match où j'ai envie de revoir peut-être à froid. Mais j'ai l'impression quand même que il y a, comment dire, il y a une forme de folie qui s'est dégagée de la part de la Juve. Mais sur le terrain, dans le jeu, dans le contenu, c'est pas parfait. Bon, déjà, je pense à Max Allegri qui voit son équipe encaisser, son ancienne équipe encaisser 7 buts à la maison en 2 matchs. Pas sûr qu'il soit d'accord avec, avec ça. Mais dans l'autre sens, Tudor, il vient aussi pour apporter sa folie. Tudor, on l'a connu à Marseille, on l'a connu sur d'autres séquences. Et pour le coup, je pense que lui qui connaît bien la Juve en tant qu'ancien joueur, mais franchement, c'est bien aussi, je trouve, ce type de coach qui a une approche un peu différente, moins dogmatique et qui va pouvoir réveiller un petit peu tout ça. C'est pas parfait. Après, il faut voir l'effectif, hein, évidemment. Quand je vois l'entrée de Locatelli, c'était super poussif ce soir. Comme Miners, l'investissement, 60 millions à l'Atalanta, c'est un peu catastrophique. Tu vois des joueurs qui sont même, tu vois, Bremer, je l'aime beaucoup, mais ce soir, il n'est pas exemple de tout reproche. Mais t'as ce qui s'appelle le talent. Et le talent, il est illustré par Kenan Yildiz. Kenan Yildiz, les amis, on avait déjà senti... quelque chose de fabuleux lors de ses premières apparitions avec la Juve il y a 1 an et demi. L'an dernier sous Mota, puis sur la fin de saison c'était pas mal, mais voilà, ça a été un petit peu, pas dire irrégulier parce que c'est un jeune joueur, j'ai pas envie de lui coller ce terme-là, mais c'est l'apprentissage. Et là pour le coup, par contre, le début de saison, dans le jeu, dans les responsabilités, dans la création, et puis même dans le déclic, à l'image de ce but. Enfin, le but, il est incroyable, quoi. Hop, t'arrives aux 20 mètres côté gauche, tu tentes ta chance, bam bam, tir sous la barre transversale. À un moment donné où son équipe avait besoin de ça finalement, parce que la Juve était menée 1-0 sur un but d'Adeyemi, et tu t'étais dit, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et après, bon, le match a basculé dans une autre dimension. Dortmund qui marque avec Emencha qui allume à l'entrée de la surface. En fait, c'est vrai qu'il y a eu un souci sur les buts encaissés par la Juve, c'est que beaucoup venaient de cette zone aux 20 mètres où ça sort pas sur le porteur de balle. Et voilà, Dortmund, même si c'est une équipe, certains vont dire c'est des rigolos, c'est les chokers, t'as quand même des joueurs internationaux, t'as des joueurs qui ont une grosse frappe de balle et tu peux pas à ce niveau en Ligue des Champions laisser autant de liberté à des frappeurs de loin. Nmecha s'en est donné à cœur joie, Adeyemi aussi, et ensuite bah voilà, Vlahovic entrée de Superman. En vrai, je vais dire un truc tout bête, mais peut-être que la concurrence, déjà Kolo Muani en dernier, même si Kolo Muani n'est pas resté, mais entre Openda, David, peut-être que finalement ce qu'il fallait à Vlahovic, qui est un joueur au global je sais pas si c'est frustrant ou décevant le terme, mais quand même par rapport à l'investissement et ce qu'il avait montré à Fiorentina, tu peux que rester sur ta faim. Et finalement, là, Vlahovic, tu vois, il est habité par quelque chose de différent et c'est très très fort. Enfin là, il est à l'initiative d'une révolte et peut-être que ça peut relancer totalement son aventure. Enfin, on lisait les trucs en fin de mercato, en gros. La Juve cherche à le faire partir. Vlahovic, il a un très beau contrat là-bas, même si c'est l'Arabie Saoudite, tout ça. Et lui, il est prêt à aller au bout, quitte à jouer en réserve. Ouais, plus grand salaire de Serie A. Je crois que le salaire de Vlahovic, il y a eu ce qu'on appelle un petit pétage de câble. Non, je pense que, même si, bon, comme je le dis, c'était un très très bon joueur. Oh là là. 54 000 euros par jour.
378 000 euros par semaine, 1,62 million d'euros par mois, quasiment 20 millions d'euros par an. Waouh. Eh bien écoutez, bravo à l'agent, bravo aux joueurs. Les négociations ont dû être assez incroyables, mais waouh, c'est une dinguerie, franchement. Plus 2330% entre la Fiorentina et la Juve. À la Fio, c'était 800K annuels, donc c'était du 800 000 divisé par 12, c'était 65 000 quelque chose. Ah ouais, là c'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Franchement, je sais pas si. On a déjà dû connaître des progressions de salaire assez folles. C'est des mecs qui touchaient 10 000, 20 000 euros, qui pètent d'un coup et qui vont faire des grosses progressions. Mais là, franchement, c'est chaud. C'est assez fabuleux, quoi. Ouais, là, je comprends pourquoi le salaire, il veut le rentabiliser. Et il est en fin de contrat en 2026. Là, c'est la grosse question parce que il te fait un très bon début de saison. Après, évidemment, on s'arrête sur ce qu'il a produit. Est-ce qu'il peut continuer, même si on sait qu'il n'aura pas un rythme d'un but toutes les 30 minutes? Est-ce qu'il peut enchaîner? Est-ce qu'il peut être un buteur à 35-40 buts par saison pour la Juve? Et ça change la donne parce qu'avoir ce type de rentabilité, ça te permet de bien avancer et en Serie A et en LDC. Prolongation au point mort pour l'instant parce qu'il ne veut pas une réduction de salaire conséquente. Bon, tu vois, il est peut-être ouvert quand même à se dire, ok, les gars, j'ai fait le hold-up du siècle, peut-être qu'on peut revoir, on peut enlever un petit pourcentage. Ensuite, Vlahovic a eu du talent, mais le contexte de la Juve, un an après son arrivée, fait qu'il est vu comme un joueur dégagé. Ah non, mais ça je suis d'accord avec toi. Moi, Vlahovic, il y a 2 ans, enfin, je sais plus si c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans, mais quand il était sous Allegri, que vraiment il était pas, tu vois, servi, je me disais, c'est le genre de neuf intéressant à aller chercher pour pas mal d'équipes européennes à relancer, même si des fois il peut être brouillon, mais c'est un joueur dans l'envie, dans la finition. C'est le contexte idéal, il peut t'offrir de très très belles choses. Et là, pour l'instant, c'est vrai que Tudor, il a peut-être trouvé la petite ressource, la petite clé pour le bouger. Et franchement, c'est pas mal du tout pour son équipe. Et voilà, t'encaisses quand même 4 buts, le match est imparfait. T'as des choses à redire sur ce 11, mais cette Juve-là, elle a de la jeunesse, elle a des patrons, elle a des joueurs qui vont progresser. Il y en a peut-être d'autres qu'il faut écrémer et savoir mettre de côté. Mais tu sens quand même, tu vois, c'est vrai que pour le coup, ils ont fait quelque chose de très très bien cet été, c'est qu'ils ont apporté de la concurrence en attaque. L'an dernier, c'était, tu vois, très très vite quand t'avais pas Conceição, Vlahovic, Yildiz, puis après t'as eu Colomwani, Nico Gonzalez, tu vois, franchement ça ronronnait. Là tu vois, t'as Openda, Yildiz, David, Vlahovic, Zegrova et Conceição qui est pas rentré. Conceição, quand il peut te mettre le bazar dans une défense, c'est un super joueur. Donc non, franchement, t'as de la ressource côté Juve. Il y a des joueurs qui pour moi n'ont pas forcément le niveau, ne l'ont plus, type Manuel Locatelli. Il y en a d'autres, je sais pas s'ils pourront retrouver leur forme comme Copiners, mais t'as un truc à créer avec cette équipe qui est pas mal du tout. Ça, je pense que on sent bien. Ouais, Rougani, tu vois, mais ça, Rougani, pour le coup, je pense que c'est pareil. Si tu dis, c'est le quatrième central, je joue dans une défense à 3, est-ce que je le garde pas, tu vois, pour faire le nombre? J'ai peur, malheureusement, que ce soit des fois ce type de réflexion, parce que sinon, t'inquiète pas que Rougani, pour moi, c'est série B, quoi. Enfin, je l'envoie très très loin. Ça, c'est clair, c'est clair et net. Côté Dortmund, encore une fois, je vous le dis, hein, c'est une équipe, on attend pas grand chose, on les critique. Ils sont pas loin de gagner 4-2 à la Juve, sauf que Dortmund a une réputation, et surtout, au bout d'un moment, tu peux pas faire tout le temps du FC Miracle, et cette équipe a quand même des lacunes. Faudra voir sur la durée si ce 11 va pas quand même évoluer, parce que tu vois, Job Bellingham, je pensais qu'il allait être beaucoup plus titulaire, parce que pour l'instant, son temps de jeu, là, il était remplaçant en LDC. Il a fait 2 matchs titulaires, c'est ça? Bon, c'est quand même pas mal. Ah oui, il y a le fameux match. Bon, il a fait 2 titulaires, 2 rentrants. Ça va quand même. Mais le fameux match à São Paulo, il sort à la mi-temps et son père va bousculer les dirigeants, va chercher Kovac dans les vestiaires. C'est quand même, c'est quand même une belle histoire. Mais non, c'est une équipe Dortmund. Tu vois des joueurs, tu te dis il y a quelque chose parce que bah
Guirassy, co-meilleur buteur l'an passé, 13 buts. Tu vois des joueurs qui ont un certain vécu, mais d'autres, tu vois, Sabitzer en 2025, je suis pas convaincu du tout. Est-ce que tu vas pouvoir voyager avec une défense Anton, Ryerson? Ouais, au bout d'un moment, je pense qu'ils feront encore un huitième de finale. Peut-être qu'ils peuvent faire un quart. Mais c'est limité par séquence quand même, hein. Franchement, j'ai du mal à voir l'espèce d'exercice d'équilibriste se reproduire à l'infini, quoi. Il y a des bons joueurs, mais ils sont incapables d'amener un projet de jeu cohérent. Et dans le choix de joueur, c'est cata. Ouais, c'est ça que je ressens quand je parle à chaque fois de Dortmund. C'est un vrai bon potentiel, mais il faut pouvoir encore le convertir. Et quand il y a autant de critiques sur une direction, c'est pas un hasard pour eux. C'est pas un hasard pour moi, quoi. Et après, c'est ça qui est aussi dingue, c'est qu'ils ont quand même des joueurs qui à tout moment peuvent trouver l'étincelle. Adeyemi, à l'image de son but, Nmencha, sur la finition, c'est impeccable. Entrée de surface, 20 mètres, bam, il aligne. Yann Couteau, qui était un super joueur à Gérone. Beyer, qui est un intermittent du spectacle, mais qui avait montré de belles choses à Offenheim. Et pour le coup, lui, ça reste assez jeune, 22 ans, tu vois. Ça, pour le coup, ça mérite d'être accompagné. Et d'autres, tu vois, pour le coup, ouais, Julian Brandt, j'y crois pareil, c'est comme Sabitzer en 2025. Normalement, dans un club équilibré, ça doit plus, ça doit plus se voir sur le terrain, quoi. Ouais, c'est vrai que Dortmund, il y a aussi beaucoup de blessés. C'est vrai que c'est aussi un truc un peu récurrent du côté de cette équipe, où t'as des mecs qui sont souvent absents. Bah, t'as Anselmino en défense, qui était pas mal. T'as Niklas Soule, t'as Scholterbeck. Scholterbeck, avec ta défense, ça peut changer des choses. T'as Duranville, un peu, malheureusement, l'éternel. Fabio Silva en doublure de Serhou Guirassy, c'est pas bête comme idée. Mais Duranville, j'espère qu'il va réussir à trouver sa fiabilité physique. Et Emre Can, tu vois, pareil, je suis pas forcément totalement emballé. Sous le pareil. C'est vrai que Scholterbeck, c'est quand même un très très bon joueur de ballon. C'est un très bon défenseur aussi. Donc ça peut peut-être t'apporter une certaine stabilité. Mais avoir les déclarations, avoir l'attitude de Kovac. Mais c'est sûr que le match de ce soir, ça te conforte dans l'idée qu'il y a un truc un peu fragile à Dortmund et que t'es toujours. Tu peux très très vite chuter. Il y a bientôt un classiqueur. Bah c'est ça, hein, le classiqueur. Il arrive, bon, non, il est pas trop bientôt. Il arrive le 18 octobre. Sinon, tu fais Wolfsburg, tu vas à Mayence, tu reçois Bilbao, tu reçois Leipzig, et après, bim, retour de trêve, t'as ce match contre le Bayern. Donc, on va voir pour ce BVB ce que ça peut donner. On continue de parler. Peut-être on va évoquer Arsenal, les amis. Arsenal qui ouvrait cette campagne de Ligue des Champions avec un match à Bilbao, à San Mamés. Très belle ambiance, très beau stade. J'ai fait Anoeta, j'ai pas eu encore l'occasion de faire cette cathédrale, ce temple du football au Pays Basque. Mais c'est vrai que ça me tente pas mal, c'est pas trop loin, donc pourquoi pas un jour y aller pour découvrir ça. Comment juger le match d'Arsenal? Le match d'Arsenal est compliqué et très dur, il faut le dire. Le match d'Arsenal n'est pas dingue, immonde, un peu peut-être terne par rapport à l'image ou les attentes par rapport à cette équipe. Mais Arsenal, ça reste aussi une défense qui est quand même une des meilleures d'Europe. Je pense que ce sera l'atout principal de cette équipe, au-delà des coups de pied arrêtés. Euh, voilà, c'est ça, c'est que Arsenal, un peu résumé de sa saison, on rompt jusqu'à un corner exploit individuel. Tous les matchs ne sont pas comme ça, mais tu sens que dans certaines adversités, par exemple le match de ce soir, où tu es dans un contexte où ça va te mettre dans le dur, où Bilbao va te rentrer dedans, où l'Athletic a joué crânement sa chance, faut le dire, mais l'Athletic n'a pas cadré beaucoup et n'a pas non plus, tu vois, affolé totalement David Raya, qui a eu une ou deux interventions sérieuses. Sinon, bah ouais, il faut attendre un corner ou alors une faute de la défense, comme ça a été le cas sur le but de Martinelli. Et là où je peux le dire, c'est que Arsenal, peut-être aussi qu'ils vont se faire sauver par leur banc, parce que l'entrée de Trossard est bonne, l'entrée de Martinelli, impact immédiat, passeur et buteur. Trossard lui aussi. Donc quand tu vois le banc de ce soir, avec Hincapié, Martinelli, Norgard, Trossard, Saliba qui était un petit peu laissé au repos, t'as Ethan Nwaneri, Lewis Kelly, Max Doman les jeunes, en sachant que t'as aussi Odegaard et Saka et Havertz qui ne sont pas là. T'as quand même deux
t'as quand même 2-3 tauliers supplémentaires qui vont rentrer. Et c'est là où tu te dis que le mercato d'Arsenal était intelligent. C'est comme tu le dis, hein, Enzo, c'est sur la profondeur d'effectifs. Ça travaille très très bien. Franchement, c'est le cas de le dire. Ils ont ciblé ce qui leur a manqué lors des saisons dernières, à savoir par exemple dans les moments fatidiques, la blessure de Gabriel qui a manqué quand même contre le PSG, faut le dire. Bah tu vois, là pour le coup, tu sais que tu peux avoir un Mosquera ou un Capier en backup. Il y a 2 ans, 3 ans, c'était Saliba qui s'était blessé en Europa League. Là, tu sais que pour le coup, tu peux compter encore une fois sur des défenseurs de haut niveau. Là, t'as pas Saka, même si Madueke, tout n'est pas parfait. Eze, tu vois, c'était un peu timide, mais t'as quand même des joueurs sympas. Et surtout, derrière, tu peux faire rentrer et du Martinelli et du Trossard, qui sont tes 5e, 6e choix offensifs. Il y a beaucoup d'équipes, même si je suis d'accord avec vous sur la trajectoire peut-être un peu décevante de Martinelli et Trossard qui peut-être voilà est pas le joueur qui fait lever de son canapé, mais il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir ces joueurs-là en numéro un, et Arsenal peut les avoir en option assez lointaine. Donc non, franchement, c'est un match qui ne va peut-être pas te réconcilier avec le football, avec cette envie de dire qu'Arsenal va provoquer quelque chose de spectaculaire dans ce type de rendez-vous, mais c'est sérieux derrière, et t'as de la matière sur le banc, et t'as encore des joueurs majeurs qui vont rentrer. Donc finalement, tu peux relativiser. Va falloir évidemment élever le niveau pour certains, se montrer un peu plus, tu vois, tranchant. Je pense à Declan Rice, tu vois, je trouvais que au niveau des passes techniques, c'était pas dingue. Eze, même si c'est vrai que c'est pas son rôle, tu as raison de le dire, hein, Eze qui a été peut-être plus cantonné à un rôle d'ailier. Ouais, moi je préfère le voir au cœur du jeu, mais je me demande si Arteta va bousculer son 4-3-3 pour lui. Ça va être intéressant. Ouais, c'est ça, le match est dégueu, mes premiers matchs à l'extérieur en LDC, et surtout dans ce stade, surtout contre cette équipe, faut le dire, enfin, les suiveurs de Liga le savent, venir à San Mamés contre le Bilbao de ce bon vieux Ernesto Valverde, c'est tout sauf une partie de plaisir. Alors oui, Harit Sadouris n'est plus là pour te mettre un banger en retournée ou en tir de loin, mais t'as encore des joueurs, et là même t'avais pas Nico Williams. C'est vrai que s'il y avait eu Nico Williams dans ce genre de configuration où Bilbao est bien rentré dans l'art de son adversaire, je pense que ça aurait pu faire peut-être un autre résultat. Mais ouais, tu vois, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont découvert des joueurs de l'Athletic, parce que je ne vais pas leur reprocher de ne pas suivre la Liga ou pas suivre Bilbao, mais bon, Iñaki Williams, je pense qu'on le connaît tous. Oyan Sanset, c'est devenu un joueur majeur de cette équipe. Unai Simon, gardien de l'Espagne également. Il y a d'autres noms que tu as vu passer comme Paredes, Viviane, Goro Sabel, Alex Berenguer, mais par exemple Robert Navarro, il n'y a que les fous furieux de Ligue 1 et de Monaco qui savent qu'il est déjà passé par là-bas très très jeune, et c'est vrai que le nom me disait quelque chose, et je me suis dit Robert Navarro, ça remonte à très très loin quand il est arrivé à la SM. Et Robert Navarro qui a des origines basques, parce que vous savez c'est le rôle aussi de Bilbao, c'est d'avoir que des joueurs qui viennent de là-bas. Bah tiens, hop, Robert Navarro qui sort d'une petite expérience à Majorque, hop, on va le chercher libre, et franchement tu vois, le match n'est pas parfait, mais il reste quand même intéressant à son échelle. Et quelqu'un disait, c'est vrai que l'un des matchs qui a été le plus intéressant, c'était le match double pivot Mikel Joré Guizard et Mikel Vesga. Vraiment pas mal. Moi j'ai bien aimé aussi l'activité d'Alex Berenguer et Oyan Sanset, des joueurs qui te foutent un petit peu le boxon. Donc non, franchement c'est pas mal du tout. Il leur manque finalement peut-être ce talent individuel dont tu as besoin avec des champions, qui peut être incarné par un Nico Williams. Tu as des regrets, mais c'est vrai que Bilbao, faut avoir leur attitude à l'extérieur, quoique c'est quand même une équipe où tu vois que ça peut être solide, mais à domicile, ils vont pas en perdre beaucoup des matchs. Bon, en Ligue des Champions, parce que là, ils sont inclinés contre Alaves. Mais en LDC, ils vont à Dortmund, ils reçoivent Karabakh. Bon, méfiance, Karabakh qui vient de taper Benfica. Ils vont à Newcastle, le San Mamés, enfin le Saint James Park, le San Mamés anglais. Ils vont au Slavia, ils reçoivent le PSG. Tu vois, par exemple, le PSG, s'il y a Nico Williams en plus, ça peut être un très très bon test pour eux. Ensuite, bah, tu as un match de Super Coupe contre le Barça. Bon, ça tombe en janvier. Et ensuite, tu as déplacement à Atalanta et ta réception du Sporting. Donc non, je pense que ça va être un poil à gratter. Ça va être un poil à gratter, Bilbao, pour pas mal d'équipes. Et oui, évidemment, le contenu d'Arsenal n'est pas parfait, mais c'est aussi le mérite de ce type d'équipe, de savoir gagner des matchs pas simples, des matchs où tu es dans un bourbier, où une équipe fait plus que jeu égal avec toi, te pose énormément de difficultés, hop, profiter du moindre faux pas, comme le but de Martilly, derrière être tueur. Ça vient pas des coups de pied arrêtés, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça, comme tu le dis, la maturité? C'est savoir aussi, malheureusement,
tourner le dos à certains principes de beau jeu et savoir gagner ses matchs en étant un peu plus moche. Même si, encore une fois, je trouve que sur certaines séquences, à l'image de Nottingham ou de Leeds, bon, c'était des adversaires plus à leur portée, mais je trouvais quand même que tu avais des belles séquences. J'ai envie de voir si Arsenal va réussir à proposer peut-être un peu plus dans ce type de rendez-vous. C'est là où on les attend également, mais peut-être qu'Arteta fait des concessions parce que pour gagner des grands titres, il faut peut-être optimiser cela. Et c'est vrai que quelqu'un le disait, on a parlé du rôle des centraux à Arsenal avec Gabriel, Saliba, Hincapié, mais c'est vrai que Mosquera, alors quelqu'un disait 15 millions d'euros, c'est très mal vendu de la part de Valence. C'est vrai quand on voit l'âge du joueur, qui a 21 ans, qui était une très très belle trouvaille, enfin qui formait une belle paire avec Yarek, Yarek qui est parti au PSV. Mais Mosquera, je me suis renseigné, il était en fin de contrat, il voulait pas forcément prolonger. Alors, on a déjà vu des fins de contrat. Coucou Olivier Létang, Lenny Yoro qui part pour 60 millions à Manchester United. Donc tu dis, bon, si Létang et le LOSC l'ont fait, est-ce que Valence aurait pas pu le faire sur Mosquera, qui était courtisé par un club de PL et un gros club de PL? Tu te dis, peut-être que tu peux en tirer 20-25, mais si le joueur, tu vois, il voulait partir tout ça. Donc voilà. Je me souviens quand ils l'ont vendu, les Sup étaient dégoûtés, je comprends pourquoi maintenant. Ah, franchement, ce Mosquera là, ça a l'air d'être une petite dinguerie. Sauf que c'est pas United en face. C'est vrai, j'ai parlé du club vendeur, mais il y a peut-être aussi le club acheteur qui se fait... Après, je dis pas que United se fait avoir avec Euro, parce que je le trouve quand même prometteur pour l'avenir, mais peut-être sur le prix, à un an de la fin de son contrat, ouais, faut quand même peut-être trouver un petit juste milieu. Mais c'est vrai que Mosquera, dans une période qui est pas facile pour Valence, lui, il a vraiment su se développer à merveille, quoi. Et du coup, il est... Ouais, c'est ça. Il a joué... La sélection, il a joué avec les U15, U16, U18, U19 espagnols. Il a fait une convocation avec les U20. Peut-être qu'il n'a pas honoré. Après, ensuite, il a fait les U21 et ensuite les JO. J'ai l'impression qu'il a choisi la sélection espagnole. Et déjà que la sélection espagnole, il y a Eusen, il y a Koubarsi, il y a Lenormand. Si en plus on rajoute ce monstre-là, ça fait peur. Ça fait peur. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, et à juste titre, hein, du très bon vivier des défenseurs centraux en France, mais l'Espagne, ils sont peut-être en train de nous envoyer un message. Bah, Tala, c'est vrai que comme tu dis, je demande quand le Barça ne s'est pas placé sur lui. C'est vrai que quand tu vois le Barça. Après, peut-être que Valence, justement, il demandait un prix entre clubs de Liga qui n'était pas le même prix pour un club étranger, mais très clairement, après le départ d'Inigo, ça aurait été un plan idéal en termes de développement. Ça, je pense qu'on est totalement d'accord. Mais c'est Arsenal qui a raflé la mise. On y va aussi pour parler d'une grosse surprise avec la défaite à la maison de Benfica contre Karabag, alors que Benfica menait 2-0 au bout de la 16e minute. Je pense que quand on a vu les notifs, quand on a vu les buts, on s'est dit, bon, c'est la soirée où Benfica va lancer sa campagne, mettre un 5-0 et tout. Et cette compétition prouve que elle n'appartient pas qu'aux grosses équipes. Et que les exploits sont possibles. On s'en souvient que Brest avait fait ses très beaux résultats, notamment contre le PSV Eindhoven. On se souvient que le Sheriff Tiraspol avait tapé le Real. Je pense que vous avez d'autres gros résultats en mémoire de clubs qu'on n'attend pas forcément sur la scène européenne et qui vont chercher leur victoire de prestige. Karabag l'a eu là ce soir en réalisant un coup magnifique, en tapant Benfica à la maison. En plus, quand tu vois la compo de Benfica au départ, franchement la compo elle donne envie. Trubino, Cash, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dal en défense. Milieu de terrain avec Richard Rios, Barrenechea, Soudakov, et ensuite Ornes, Shelderou, Pavlidis. Et sur le banc, t'as Ivanovic, t'as Prestiani. Après, t'as beaucoup de jeunes. Mais le 11, il est sur le papier hyper quali. Mais Benfica, je sais qu'il y a énormément de supporters qui sont en colère. Et je parle pas juste du match de ce soir. Il y a des élections qui arrivent. Et Rui Costa, légende absolue du foot en tant que joueur, en tant que dirigeant, ça commence à chauffer pour sa place. Quelqu'un a dit apparemment la conférence de presse de Bruno Lage après cette défaite était assez lunaire. Donc ça peut peut-être bouger pour lui. Benfica qui a 3 victoires et 1 nul en championnat. Qui s'est fait accrocher à la maison par Santa Clara. C'est vrai que j'ai vu que sur le but qu'ils ont encaissé, c'était une erreur, je crois, d'Otamendi. Donc assez
assez inquiétant. Et là, bah, c'est peut-être le match qui peut signifier une vraie rupture avec les supporters, où tu te dis, bah, finalement, il faut peut-être tout balayer, quoi. Il faut peut-être tout balayer, à savoir mettre un nouveau coach, un nouveau président. Ça tombe bien, cette période électorale. On sait qu'au Portugal, c'est extrêmement important. On connaît évidemment en Espagne avec des personnalités que sont Florentino Pérez, que sont Laporta, mais Portugal aussi, ça compte. À l'image de Villas-Boas, qui a récupéré la présidence de Porto après beaucoup d'années, notamment de Pinto da Costa, qui est décédé depuis. Mais tu vois, Villas-Boas, ça reste quand même un gros personnage et c'est un enjeu fondamental et un lien, une identité à préserver. Et là, c'est difficile. C'est difficile pour Benfica parce que franchement, c'est l'adversaire le plus facile à ce niveau-là et tu te tires une vraie balle dans le pied. Le programme de Benfica, ils vont à Chelsea. Oh, attention, attention Benfica. Ils vont à Chelsea, ils vont à Newcastle, ils reçoivent Leverkusen, ils vont à l'Ajax, ils reçoivent Naples, ils vont à la Juve, ils reçoivent le Real. Autant vous dire que quand tu prends pas les 3 points ce soir, ça pue très clairement. Parce que, bon, ils vont en prendre des points contre, tu vois, ils peuvent prendre des points contre l'Ajax, contre Naples à la maison, les Leverkusen et tout. Mais t'as aussi des matchs où je les vois pas forcément prendre des points. Et disons que Karabakh, ça t'a apporté 3. Allez, si t'allais chercher 6-7 points par-ci par-là, le 0 c'est possible. T'imagines Benfica qui fait 0 points. Moi, je sais que la plus grosse humiliation de leur histoire, j'avais déjà parlé avec des supporters. J'ai dit que ce soir contre Karabakh, je la considère telle quelle. Mais je sais qu'ils ont déjà pris un 5-0 par le FC Bâle et que ça avait été très mal vécu par pas mal de supporters. 5-0, tu vois, 2017-2018. Ils en avaient pris 5. On va voir les compos de l'époque. Je pense on peut se régaler avec côté Bâle Akanji. Vaklic, qui a été gardien tchèque, qui a été gardien du FC Séville. T'as également du Balanta, qui est un gros espoir colombien qu'on connaît depuis pas mal de temps sur FM. T'as Chaka, je pense que c'est Tolan le frère. T'as Van Volsinkel, le fameux petit espoir néerlandais avec la SSE. Côté Benfica, t'as une compo avec Julio César, Luisao, Grimaldo. Après le milieu de terrain, enfin, je souffle très fort. Mais t'as Jiménez, le Mexicain et Jonas. Donc voilà. Et t'avais aussi Samaris, Salvios. En vrai, ils ont quand même un peu progressé, mais pas dingue. Et ouais, ils s'étaient fait taper 5-0. Donc là, tu vois, les temps étaient durs. Mais apparemment, ils ont réussi à faire bien pire ce soir, quoi. Donc ça peut vraiment chauffer pour eux, quoi. Bah, Koksu, j'ai toujours pas compris son départ. Chez Koksu, il n'était pas non plus indiscutable et que certains se disaient, bon, s'il y a une offre, on peut le laisser partir. Voilà. Et c'est là où je voulais en venir. Tu soulèves un bon point, Enzo. Est-ce qu'on peut pas avoir des regrets sur Nice, même si le mercato était pas terminé, même si ceci, cela. Quand tu vois que Karabakh, l'équipe de Benfica ce soir, elle est bien. Elle est très bien même. Et Karabakh a été capable d'aller les chercher avec du Leandro Andra, du Camilo Andrés Duran Marquez, du Oleksi Kachuk. Je pense que vous n'avez jamais entendu parler de ces types. Et pourtant, ils ont fait l'exploit. Est-ce qu'on peut pas aussi, tu vois, se dire que Nice y aller en victime, en mode c'est perdu pour perdu, alors que peut-être que Benfica n'est pas non plus un truc démentiel. Évidemment, sur le papier, il n'y a rien à dire. Benfica était favori, mais voilà, vous avez compris le message, quoi. Il faut aussi, des fois, se faire violence et être capable d'être à la hauteur du rendez-vous. Je pense qu'on a vu que Benfica, cette saison, était pas non plus un monstre absolu. Et ouais, un petit peu de regret. Alors Karabakh, ils ont déjà fait des performances. Non, mais c'est une équipe qu'on voit depuis pas mal de temps. Alors je sais pas s'il y a un historique de Karabakh. Je sais qu'ils ont déjà été en Coupe d'Europe. Historique du parcours européen de Karabakh. Ah bah tu vois, il y a une page Wikipédia qui dit sur ça. On peut les en remercier. Karabakh, qui pour information avait perdu 9-0 aller-retour contre Montpellier lors du deuxième tour de Coupe Intertoto. Sinon, c'est vrai que c'est une équipe qu'on a vu pas en Europa League, qui a perdu contre Francfort en barrage, qui avait perdu contre Dortmund en barrage, qui a fait 0-0 contre l'Inter 2014-2015.
Donc tu vois, ils ont des meilleurs résultats, qui a fait Ligue des Champions. Voilà, ils avaient été dans un groupe avec AS Rome, Atlético, Chelsea. Ils avaient gagné aucun match. En fait, là où je veux en venir, tu vois, ils ne gagnent pas contre Séville, ils ne gagnent pas contre Villarreal. Là, ils ne gagnent pas contre Marseille. Ils gagnent contre Nantes. Voilà, c'est pas... Enfin, pas manquer de respect à Nantes, mais vous m'avez compris. Ils gagnent 4-2 contre Braga, ce qui est pas mal, faut le dire. Là, non. Ouais, ils gagnent 2-1 contre Bodo Glimt. C'est eux qui avaient terminé dernier de la dernière phase de Europa League. Non, je suis déçu. En vrai, je regarde l'historique européen de Karabag. Peut-être, oui, tu tapes 3-0 Olympiakos. Mais non, pour moi, le plus grand succès de leur histoire européenne, c'est celui de ce soir. Bah, bien sûr, tu vas gagner 3-2 à Benfica en étant mené 2-0 pour la première phase de groupe. Ah, franchement, c'est... Et surtout quand l'an dernier, t'étais 36e sur 36e, quoi. Donc, ouais, c'est ça, en plus, comme tu le dis, c'est encore plus étonnant. C'est que d'habitude, c'est dur d'aller là-bas parce qu'évidemment, c'est un déplacement à l'autre bout de l'Europe et bah, même tu vas quasiment en Asie. Et là, pour le coup, c'est qu'ils vont chercher un résultat à Benfica alors qu'ils ont 8 heures d'avion et je ne sais combien de kilomètres parcourus. Donc, c'est ça qui est encore plus fort, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient. Ils étaient pas loin de sortir à Leverkusen. C'est vrai que c'était peut-être un match référence pour eux, le 2-2. Mais là, c'est vraiment la victoire qui peut lancer quelque chose de grandiose, quoi. Franchement, chapeau à eux. Et c'est pour ça que c'est une compétition où tu as beaucoup de gens qui disent oh, on s'en fout des Karabakh, des Paphos, des Almaty, des Bodo Glimt. Nous, notre Ligue des Champions, c'est les gros chocs. Nous, on veut du Chelsea Bayern, on veut du PSG Real, on veut du Barça City tout le temps. Non, non. La Ligue des Champions, c'est aussi laisser la place à ce type d'équipe qui, même si d'un point de vue financier, même si d'un point de vue des joueurs ça vous fait pas rêver, bah, ils n'ont pas volé leur place et c'est quand même assez sympa de pouvoir assister à ce type de rencontre, quoi. Bah non, franchement, là on a assisté à quelque chose de fort. Et j'en profite pour faire la transition, mais j'ai parlé de l'Union Saint-Gilloise un peu plus tôt, bah là aussi, bravo à eux, bravo, bah voilà, une victoire 3-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven qui était favori sur le papier sans être une équipe, voilà, où tu te dis, c'est pas manquer de respect au PSV, mais c'est pas le PSG de Luis Enrique. Bah, l'Union Saint-Gilloise qui a joué crânement sa chance. Là, pour le coup, le match en double écran, je l'ai regardé, franchement, très intéressant. Avec le penalty obtenu par Burgess qui offre à Promise David l'occasion de marquer le premier but de cette campagne de LDC. Souvenez-vous-en pour des quiz. Ça servira aussi à certaines personnes. Ouais, c'est ça, le PSV. Moi, je les avais placés en équipe à suivre dans ma vidéo. Bon, entre ça et l'Atlético, je commence peut-être à être un petit peu maudit. On verra évidemment sur l'issue de la saison. Mais le PSV, très clairement, je suis pas convaincu. Pourtant, il y a des joueurs comme Ruben Van Bommel que je trouve très intéressant dans ses intentions. Même, tu vois, il touche la barre et tout. C'est un des rares qui a essayé. Mais ouais, c'est un PSV amorphe. Je les ai pas reconnus. J'ai pas reconnu l'équipe qui avait tapé la Juve, qui avait enflammé ce match. C'est vraiment, ils sont passés à côté du momentum, un peu comme Benfica. En mode peut-être que c'est des équipes qui ont aussi eu un sentiment de supériorité. En mode, bah voilà, c'est le match qui, pour nous, est le plus faisable. Et bah écoutez, on va faire comme si de rien n'était. Et finalement, non, non. L'USG n'a pas volé sa place. L'USG, même en perdant Van Hout, même en perdant Ivanovic, même en perdant Sadiki, ça reste une équipe qui travaille très très bien depuis pas mal de temps en Belgique. Et là, pour le coup, la découverte, c'est Anwar Ait El Hadj et la percée qu'il a fait en solo, avec une forme de presque roulette juste avant de conclure. Franchement, fantastique, tu vois. Un joueur qui a été recruté l'an passé, je crois, à Genk, si je ne m'abuse, c'est ça, pour 1,5 million d'euros. Et franchement, magnifique la trouvaille. Franchement, c'est ce que j'aime avec ce type de match d'équipe, c'est de pouvoir, bah, finalement, je vous le dis, de par mon travail et de par ma consommation du foot, je regarde essentiellement du top 5 européen, beaucoup de Ligue 1, et même s'il y a des matchs qui peuvent être accessibles, tu vois, de temps en temps sur DAZN, il y avait le championnat belge, tout ça, j'ai pas forcément le temps. Et là, pour le coup, quand je me pose devant des matchs de Ligue des Champions, j'aime aussi avoir ce côté de ces découvertes surprises. Et là, je l'ai eu avec Anwar Ait El Hadj. Franchement, incroyable la perf. Et au global, très très belle perf pour l'USG. La fameuse équipe des hipsters, là, tout ça et tout, bah franchement, ouais, ils ont envoyé un message. Ça peut être le Brest de cette année, c'est vrai. Faut voir leur calendrier. Et puis c'est une très belle publicité aussi pour le football belge. Je sais qu'il y a un mec
Il y a un mec supporter d'Anderlecht qui m'a attrapé sur un tweet en disant ah machin tu veux faire le puriste. Non, je pense que même si t'as des rivalités dans le football belge, je le sais bien, tu sais qu'il y a des grosses rivalités, mais c'est bien aussi, je pense, de voir des Français, des observateurs extérieurs mettre en avant et l'USG et le football belge. On a beaucoup parlé de Bruges quand ils ont tapé l'Atalanta, on a beaucoup parlé de Bruges quand ils ont développé Talbi, quand on a vu Jachari, on a vu Ordonez qui a failli rejoindre l'OM, là on a Tsolis, enfin, on a beaucoup de belles choses qui se passent à Bruges, mais l'USG, tu vois, c'est une équipe qui en championnat était pas très loin de prendre un titre, ils l'ont enfin fait, et là on les voit dans ce qui se fait de mieux en Europe, et franchement ils ont pas déçu quoi. Donc c'est un beau premier rendez-vous. L'USG du coup, prochain match, est-ce que ça peut rejoindre les barrages? Oh, le Union Saint-Gilloise, Newcastle, deuxième journée, il fait envie. Inter après. Ensuite, tu vas à l'Atlético, tu vas à la Galatasaray, tu reçois l'OM, tu vas au Bayern et tu reçois l'Atalanta. En fait, ils ont pris le pire du... Enfin, ils ont pris quelque chose de très grave dans le chapeau 4, quoi. Ils ont pris Galatasaray et Newcastle. Ça, c'est extrêmement relou. Il va pas être simple, mais c'est déjà 3 points. Il suffit d'aller en récolter peut-être le double et tu seras pas loin de la vérité. L'an dernier, ça s'était joué à 11 points la phase de groupe. Peut-être que là, ça va être un peu plus... peut-être que ça va plus se partager les points. Mais ça peut jouer les barrages. Ça, très clairement, ça peut être une équipe qui est 23e, 24e, voire mieux, parce que ce match-là, il peut te donner beaucoup de confiance par la suite. Et ça va embêter du monde. Le calendrier du PSV. Ah, est-ce que le PSV, comme Benfica, s'est tiré une balle dans le pied dès ce soir? Bon, déjà, tu as l'Ajax qui arrive. Ensuite, tu vas à Leverkusen, tu reçois Naples, tu vas à Olympiakos, tu vas à Liverpool, tu reçois Atlético, tu vas à Newcastle et tu reçois le Bayern. Ouf, c'est très clairement le cas. Oui, c'était le match. Bon, tu te dis, t'es le PSV qui a battu la Juve, qui a fait des bons résultats. Tu peux peut-être faire un truc contre Naples à la maison, là-bas à l'Olympiakos. Tu vois, si t'es un petit peu optimiste. Même l'Atlético, tu vois, qui sur le début de saison n'est pas parfait. Mais ouais, c'est vrai que t'as Bayern, Newcastle, Liverpool, t'as Leverkusen, ouais, ça fait peur. C'est vrai qu'on pourrait avoir PSV et Benfica qui sautent très vite. C'est peut-être pas le scénario qu'on avait imaginé. Ça, c'est vrai que pour eux, ça va être difficile, quoi. Mais non, GG à l'USG. Et puis encore une fois, bon, son match n'est pas parfait dans le jeu. Même s'il sort blessé, peut-être qu'il aurait pu faire mieux sur la durée. Mais Promise David, buteur, encore une fois, le savoir-faire de l'USG sur le scouting, le mercato. Le USG, c'est Boniface, c'est Amoura, c'est Ivanovic qui est parti à Benfica. Si on intègre le partenariat avec le Brighton, c'est Mitoma, c'est Denis Undav. Désormais, c'est Promise David. Il y a aussi l'attaquant qu'ils ont chopé en Autriche, Floruch, qui a marqué quelques buts. Donc franchement, ouais, c'est l'USG, ça bosse bien et ça permet encore une fois de mettre en avant cette fabuleuse Jupiler Pro League. C'était le match le plus important de la phase de ligue pour le PSG. Ouais, je peux l'entendre. Mais ce qui est dingue, c'est que quand tu vois l'équipe, il y a un truc. Bon, Obispo, je juge pas évidemment les qualités du chanteur, même s'il y a peut-être des choses à redire, mais le défenseur, c'est pas au niveau de la Ligue des Champions. Je suis désolé pour lui, j'ai rien contre lui, hein. Mais et même non, c'est là sur ce match-là, c'est pas assez fort. Tu vois l'équipe, Flamingo, Dest, Jarek, Schouten, Verman, Saibari, Perisic, Pepi, Van Bommel. Il y a quand même un truc à créer. Enfin, tu vois, je trouve que sur le papier, c'est une belle équipe, mais est-ce qu'on peut pas aussi dire qu'au bout d'un moment, Peter Bosch, on connaît la formule, ça peut gagner en Eurodivisie, ça peut aller loin, mais ces équipes ont aussi des limites. Ça peut faire un exploit, quoique la Juve de Mota, ce n'est pas forcément un exploit dingue, mais c'est... Ouais, Pépi, ce soir, c'était catastrophique. Ouais, c'est vrai que le banc, c'est vrai que t'as Myron Boadu, t'as Denis Mann, super ailier roumain du côté de Parme, t'as Paul Warner, gros espoir du Bayern qui est arrivé, Anas Salaheddine, t'as Gustil, t'as encore des petits joueurs intéressants comme Nagalo, comme Bashkratevic, comme Driouche, mais ouais, c'est trop juste, et ouais, c'est peut-être que on verra si ça change la donne. On a un dernier match à voir. Bon, celui-ci, c'était la sieste. Il est très peu apparu dans le multiplex. Un seul tir cadré. Et c'est même pas le but, puisque le but, c'est un contre son camp fabuleux du gardien.
entre Tottenham et Villarreal. Et un cadeau immense du dénommé Luis Junior, qui a vraiment permis à Tottenham de mener très tôt dans cette rencontre. Tottenham qui a été dans une forme de contrôle, qui a mis ce but et qui n'a pas forcé. Je crois qu'au niveau des XG, c'est genre 0,58, 0,42. Voilà. Ça veut en dire long. Mais encore une fois, Villarreal, le 4K2 de Marcelino, pas simple à percer. Tottenham, je pense qu'ils sont contentés de ce but. Et on est aussi sur une équipe qui doit, je pense, gérer, qui commence peut-être à gérer quelque chose par rapport à la Première Ligue. Parce qu'évidemment, ils ont très très bien démarré. Tottenham qui a un enchaînement sympa. Hein. Ils vont à Brighton, il y a un match de coupe. Ils reçoivent les Wolves, ils vont à Bodo Glimt, ils vont à Leeds. Ils reçoivent après la trêve Aston Villa, ils vont à Monaco. Après Tottenham, attends, c'est quoi leur LDC? C'est Villarreal, ils viennent de gagner. Bodo Glimt, Monaco, Copenhague, le PSG là-bas, Slavia Prague, Dortmund et Eintracht. Mais attends, ils ont eu hyper... Franchement, le tirage au sort, Tottenham, ils s'en sortent super bien. Tottenham, ça peut être top 4, top 5 très très tranquille. Il y a le match contre le PSG. Il y a évidemment un déplacement à Francfort qui n'est pas simple à négocier. Bon, il faut aller évidemment en Norvège. Et on sait que Bodo Glimt à la maison, une très belle équipe. Monaco, à voir le Monaco sur lequel tu tomberas. Mais honnêtement, sans se faire violence, ce Tottenham version Thomas Frank peut être vraiment une équipe pépère dans cette phase de groupe, quoi. Ils ont, au tirage au sort, ils ont été bien épargnés. Et en vrai, comme Tottenham, on sait que l'an dernier, les blessures, ça les avait pas mal pénalisés, avec notamment cette superbe charnière Van de Ven-Romero, qui a été souvent absente, même Vicario à sa blessure. Et là, t'as la montée en puissance de Spence, t'as Pedro Porro qui revient à un bon niveau. Là, le banc, bon, t'as le pauvre Matistel qui a pas été inscrit sur la liste. T'as Danso, Paligna, Udogie, Brennan Johnson, Colomwani, Archie Gray, Odobert, Ben Davis. Et t'as quelques jeunes comme Dan Scarlett. En sachant que t'avais un trio Kudus, Richarlison, Xavi Simons. T'avais et t'as Solanke qui était pas là. Bon, après t'as Madison, Kuzeski qui n'ont pas été inscrits parce qu'il y a des blessures longue durée. Bergval, Betancourt, Sarr, Pape Madar Sarr au milieu de terrain. Il y a un truc à faire, ouais. Tottenham est une équipe très performante face au bloc haut et aux équipes dominantes, beaucoup moins face aux équipes qui attendent. Pas sûr que ce calendrier soit très avantageux. C'est vrai que, après, t'as quand même des équipes. Bissouma, il n'a pas été inscrit, mais j'ai l'impression que Thomas Frank, il n'a pas pardonné certains retards et excès disciplinaires. Tu vois, il y a des équipes qui quand même vont ouvrir le jeu. Bon, Copenhague, faudra voir, mais le PSG, par exemple, Dortmund, Francfort, les équipes allemandes, elles vont pas forcément fermer. En vrai, puis Slavia Prague, Copenhague, Bodo, Monaco, t'es super sur le papier. En vrai, je pense que c'est une belle configuration pour eux, quoi. C'est une vraie belle configuration. Ouais, Bergval, j'aime bien sur le début de saison. Bergval, c'est un super jeu, mais ils ont fait dans l'ensemble un très beau mercato. Ça, on peut le dire. Franchement, ça bosse bien. Et quand tu vois les apports de Simons, Kudus sur le front de l'attaque, quand tu vois qu'ils ont étoffé leur milieu de terrain avec un gars comme Palignac qui connaît très bien la PL, qui est un vrai bon joueur d'équilibre, c'est fort. Thomas Frank avec Brentford était toujours en PL dans les équipes avec le plus de XG tir créé et le moins subi. Et il y a toujours des équipes qui sont ultra efficaces. Bah, j'ai l'impression que c'est ça. Et après, je pense qu'il a amené cette patte-là. Et évidemment, son Tottenham est une équipe qui mérite d'être renforcée. Bah, tu vois, après, c'est bête à dire, hein, mais Tottenham, bon, on enlève la Super Coupe, mais sur les 5 derniers matchs, c'est un seul but encaissé. Bon, ça fait une défaite contre Bournemouth. Ce match-là, je trouve qu'ils étaient passés à côté. Mais sinon, c'est 0 but encaissé contre Burnley, City, West Ham, à l'extérieur, et Villarreal. Tu sens quand même que les Spurs ont retrouvé un fil conducteur. C'est vrai que Ange Postecoglou, j'adorais l'état d'esprit, le jeu, mais finalement, il s'est peut-être fait perdre par ses propres convictions. Moi, je suis content de voir Ange Postecoglou rebondir en PL du côté de Nottingham, mais peut-être que Tottenham avait besoin de serrer la vis, et je pense que Thomas Frank peut apporter ça, lui qui connaît très très bien ce championnat depuis pas mal de temps avec Brentford. Merci beaucoup à Rec Genesis pour le petit abonnement. Merci beaucoup, mon pote. Tu régales bien. Et c'est vrai que Villarreal, tu vois, pareil, hein, certains ont dit que c'était l'équipe à suivre en Liga forcément, mais en LDC aussi. C'est vrai que quand tu vois Pape Gay qui est revenu à un très très bon niveau, Nicolas Pepe qui a une petite résurrection, l'attaque Mikotadze, Ayoze Perez, Renato Veiga, Juan Foyce, t'as également sur le banc l'éternel Dani Parejo, Ilias Akomash, Alberto Moilero qui était un super joueur avec Las Palmas, Thomas Partey, je pense que vous connaissez mon avis là-dessus.
Pas besoin d'aller plus loin sur l'immense connerie, enfin le truc un peu lunaire de l'avoir signé. Villarreal a un excellent tirage pour le coup. Bah, je pense que eux, c'est un peu comme l'Athletic, c'est une équipe un peu poil à gratter. De toute façon, les équipes espagnoles, souvent en Coupe d'Europe, voilà. Tu vois, Villarreal-Juve, là-bas, Villarreal-City, t'as Pafos Villarreal, t'as Dortmund Villarreal, t'as Villarreal Copenhague, Ajax, et tu termines à Leverkusen. Ouais, ça, tu vois, Ajax, Copenhague, Pafos, puis au milieu, tout ça, ça va aller prendre les points pour se faire un barrage tranquille. Et il faudra voir, parce que aller-retour, en barrage, eux, pour le coup, ça peut être un gros morceau. Bon, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit. Demain, évidemment, on se retrouvera de nouveau pour des matchs et surtout pour un débrief. Il y a l'entrée en liste du PSG et surtout, je veux tout le monde sur le terrain, tout le monde sur le pont parce qu'à 18h45, l'UEFA, ils nous ont mis Olympiakos Paphos, le derby gréco-chypriote et Slavia Prague Bodo Glimt. Je veux du double écran, je veux du screen, je veux que tout le monde s'enjaille devant ces équipes. Allez, c'est l'heure de vraiment montrer que vous êtes des vrais de vrais. Ensuite, on a un programme, je peux le dire, d'anthologie. Enfin, d'anthologie, je sais pas, mais on a quand même 4 belles affiches du groupe. Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Ajax-Inter, Liverpool-Atletico. Ça va envoyer. Ça va être vraiment, vraiment séduisant. Les pronos, bon après là c'est vraiment à la volée en te disant comme ça. Olympiakos Paphos, c'est pas évident à juger Paphos et tout parce qu'ils sont sur une euphorie. Je vais quand même dire Olympiakos à la maison. Slavia Prague, Bodo Glimt, je sens une petite surprise de la part de Bodo. Je pense que Bodo, c'est une équipe qui peut aller chercher les barrages, donc je les vois pourquoi pas faire un résultat, pourquoi pas même une victoire, un petit peu comme l'USG ce soir. Bayern-Chelsea, c'est pas évident à pronostiquer, je vais dire Bayern. PSG-Atalanta, je vais dire PSG. Ajax-Inter, l'Inter est dans un mauvais mood, mais l'Ajax, voilà, enfin... Je pense que l'Inter va faire le job, tu vois, genre victoire de Tonton avec un but de Lautaro par exemple. Et Liverpool Atletico, on s'en souvient, hein, le but de Morata, le Choismo n'est pas mort. Mais là, pour le coup, après, l'Atletico, j'ai envie de voir la version LDC par rapport à la version Liga qui est très poussive. Mais je vais quand même dire Liverpool. Donc voilà, on part sur ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'Olympiakos Paphos, c'est l'occasion de voir David Luiz sur le terrain. Et ça vaut tout l'or du monde. Les amis, je vais m'arrêter là-dessus, comme ça fait un débrief concis, précis. J'ai vu quelqu'un qui voulait qu'on fasse un bingo foot. Si vous voulez, peut-être demain soir plutôt, ça peut être sympa de se faire ça. Là, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à évoquer, c'était le retour de la LDC. On a fait un débrief sur les 6 matchs, donc c'était assez sympathique. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live, merci à Zach pour le raid, merci aux différentes personnes qui ont follow, qui sont abonnées. Comme toujours, le débrief va être dispo incessamment sous peu du côté... de YouTube, également en podcast, donc n'hésitez pas à aller streamer ça, aller mettre les pouces, les étoiles qu'il faut. Et puis nous, on se dit à demain soir, 23h, pour le débrief post-PSG Atalanta, et puis pour tous ces matchs de Ligue des Champions. Salut les amis!